Et toi, tu fais comment? Si c'est quelqu'un qui connaît rien, je dis je travaille sur Internet. Si c'est quelqu'un qui connaît à fond, je lui dis j'optimise des conversions et je fais du retargeting Facebook. Dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Comment est-ce que ta famille et tes amis en France voient ce que tu fais? Dans leur tête, ça ressemble à quoi? Appelez-moi l'incompris, je ne suis pas comme les autres. N'ayez pas l'air surpris, je ne fais pas partie des vôtres. C'est quoi ton travail? Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des gens qui commencent à stresser quand ils sont dans une soirée et qu'on leur demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je suis Stanislas de marketingmania.fr. Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Paul, est-ce que tu stresses quand on te dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est pas tellement que je stresse, mais je simplifie beaucoup en fait. Généralement, ce que je dis, c'est que j'ai des sites de vente en ligne et c'est pas seulement ce que je fais, mais j'essaie de garder la chose simple pour éviter de partir dans des explications de 10 minutes. Le problème, c'est que ça marche pas tellement parce que justement, c'est un peu trop énigmatique et les gens vont poser des questions en plus. Donc, il faut que je réfléchisse à une nouvelle manière essayer de dire simplement à peu près ce que je fais et sans que ça amène de nouvelles questions, quoi. Et toi, tu fais comment? Ouais, moi, j'essaye de juger sur un spectre, tu vois, entre mon grand-père et mes potes de business pour savoir où les gens se trouvent sur le spectre de compétences techniques et de donner une réponse qui correspond, tu vois, à peu près. Ah, ouais, c'est pas con. Si c'est quelqu'un qui connaît rien, je dis je travaille sur Internet. Si c'est quelqu'un qui connaît à fond, je lui dis j'optimise des conversions et je fais du retargeting Facebook. Tu vois, j'ai une variété de réponses selon l'endroit où j'essaye de positionner la personne à qui je parle. Et c'est marrant parce que pour la première fois, là, je suis à Chiang Mai et donc il y a beaucoup de nomades digitaux. Et l'agente immobilière m'a directement repéré et m'a dit You work online, vous travaillez en ligne, quoi. Et tu lui as dit ouais, Amazon FBA. Ouais, je pense qu'elle n'aurait pas compris ça non plus, mais je pense qu'à un moment donné, elle a beaucoup justement de clients qui, comme moi, viennent à Chiang Mai et travaillent en ligne. Et donc, elle a directement compris l'importance de la connexion Internet. Comme argument de vente numéro 1. Parce qu'il faut savoir que quand je visite un appartement, moi, je prends mon ordi et je lance le speed test à chaque fois, à chaque nouvel appartement que je visite, pour voir la vitesse, quoi. Donc, c'est très, très important. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qui se passe quand tout le monde pense que tu es taré, c'est-à-dire que tu as décidé de te lancer en ligne et tes parents pensent que tu es devenu un clochard paresseux, ta famille pense que tu es devenu absolument fou, tes amis pensent que tu es devenu un hippie qui a abandonné toute ambition. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand tu commences dans ce trajet-là et que les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu essayes de faire et donc du coup ils ont du mal à te soutenir? Avant de commencer, si vous voulez nous montrer qu'on n'est pas fou et nous montrer que vous nous soutenez et que vous comprenez ce qu'on essaye de faire, la meilleure chose à faire pour nous aider, c'est de vous rendre sur iTunes et de nous laisser une évaluation à 5 étoiles si vous le pouvez. Pour trouver toutes les instructions, on vous renvoie sur le site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com où vous verrez toutes les infos. Ça nous aide beaucoup. Donc, Paul, aujourd'hui que tu tournes un peu sur Internet, comment est-ce que ta famille et tes amis en France voient ce que tu fais? Dans leur tête, ça ressemble à quoi? Peut-être pas de la magie non plus, mais c'est assez unique, en fait, tout simplement. Je pense que c'est assez... Ouais, c'est ça, c'est assez unique. Je pense pas qu'ils le voient négativement. Après, il y a une chose aussi qui est un peu vraie partout, c'est que une fois que tu commences à gagner de l'argent, ça légitimise ce que tu fais, en fait, automatiquement. C'est-à-dire que si au début tu te lances, tu ne gagnes pas d'argent, les gens peut-être se foutront de ta gueule ou comprendront pas. Et une fois que tu gagnes de l'argent, c'est que tu as fait quelque chose qui marchait tout simplement. Que tu as trouvé un moyen de vivre, quoi. C'est-à-dire que, ouais, si tu parles à ta maman de ton trafic sur ton site, pour elle, ça ne veut rien lui dire. Mais si tu lui parles d'argent, c'est un langage que tout le monde comprend. C'est que tu as généré de revenus et donc tu as fait quelque chose qui a fonctionné, forcément. Donc du coup, pour toi, le tournant, ça a été le moment où tu as commencé à générer pas mal de CA? Bah oui, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape où tu commences déjà à gagner un peu d'argent, quelques centaines d'euros, et déjà, ça surprend beaucoup de gens, en fait. C'est bizarre parce qu'on est quand même en 2016, mais gagner de l'argent en ligne, ça reste quand même un truc
que les gens peuvent concevoir, mais ils connaissent pas beaucoup de gens qui font ça, quoi. Surtout en indépendant. Gagner quelques centaines d'euros, montrer qu'il y a de l'argent, tout simplement. Après, il y a pour suffisamment en vivre, où là, les gens sont déjà plus... commencent à te poser des questions, parce que voilà, tu peux voyager où tu veux, tu gagnes de quoi vivre, c'est quand même assez enviable. Et puis après, il y a l'étape supplémentaire où là, où tu commences à gagner beaucoup d'argent, et là, les gens sont beaucoup plus curieux de comment c'est possible. J'ai l'impression qu'ils comprennent ce que tu fais. Moi, j'ai l'impression que quoi que je fasse, quel que soit l'argent que je gagne, les gens dans ma famille continuent à penser que je fais quelque chose d'absolument immatériel, de pas du tout concret. Ils comprennent pas trop ce que c'est. Pour eux, c'est du vaudou, quoi. C'est Stan qui se met sur son ordinateur toute la journée et qui fait un espèce de truc magique. Personne ne sait trop ce que c'est, si c'est concret ou pas. Si tu veux, moi, la dernière fois que j'étais dans ma famille et que j'ai dit que un de mes gros projets en ce moment, c'était la pub Facebook, les gens m'ont répondu, mais il n'y a pas de pub sur Facebook. Tu vois, donc c'est une façon totalement différente de penser à ce qu'est l'écosystème du web. Pour moi, c'est un truc très concret. Tu as de l'argent qui sort, de l'argent qui rentre, des gens qui cliquent, etc. Pour eux, c'est éphémère. Non, mais c'est vrai que beaucoup de gens se rendent même pas compte que, généralement, quand ils achètent quelque chose, il y a un lien quelque part payant qui les a amenés à acheter cette chose-là sur Internet. Et ils s'en rendent pas compte, en fait. Ils voient pas le cheminement qui a fait qu'ils ont payé quelqu'un pour les amener vers ce produit, ce service, peu importe, quoi. Que ce soit la pub, l'affiliation, etc. C'est des choses qui sont totalement masquées. C'est ça, pour la ils se rendent plupart pas des gens. compte. L'affiliation, la plupart des gens ne savent même pas que ça existe, en fait. Moi-même, avant que je commence sur web, je savais même pas que l'affiliation, ça existait. Concrètement, j'avais aucune idée qu'en recommandant quelque chose, je pouvais payer quelqu'un, quoi. Ça me venait même pas à l'esprit, quoi. Par exemple, demande-toi quel pourcentage de tes clients sur Amazon FBA se rendent compte que la personne à qui ils achètent, c'est Paul qui a acheté son stock en Chine, tu vois. Ah, mais il y a 0%. Même tes propres clients ne pensent pas que ce que tu fais existe. Non, ça c'est sûr et définitif. Et moi-même, j'aurais acheté n'importe quoi sur Amazon. J'aurais pas pensé que c'est un mec tout seul dans un appart à Chiang Mai qui fait ça, quoi. Ça me paraît illogique, surtout pour un produit physique. Tu vois. Un produit physique, tu penses que c'est plus complexe que ça ne l'est vraiment, en fait. Donc en ce moment, on est tous les deux en Asie dans un environnement où on est entouré par des gens qui comprennent plus ou moins ce qu'ils font. Enfin, je pense qu'à Chiang Mai, il y a pas mal de gens qui comprennent ce qu'est Amazon FBA. Quand tu rentres en France, est-ce que c'est dur pour toi d'être incompris par les gens qui sont toi, de ne pas pouvoir vraiment expliquer dans les détails ce que tu fais, etc. C'est un truc qui est dur pour toi parce que pour moi, c'est toujours un truc qui me pèse un peu. Non, on va dire, ça me gêne pas du tout. Ça me pose pas de problème. C'est juste marrant parce que... Allez, c'est parti pour une nouvelle anecdote ou pas? Vas-y, anecdote. On est parti, tu la noteras. Ouais. Donc, la dernière fois que je suis allé en France, je suis allé chez le coiffeur. Et à la fin, il m'a dit donne-moi ta carte étudiant pour que je te fasse la réduction. Comme si c'était une évidence que j'étais étudiant, quoi. Et je lui ai dit j'ai pas de carte étudiant. Bah, si tu veux, tu peux aller chercher, la ramener, il n'y a pas de souci. Non, mais je suis pas étudiant. T'es pas étudiant? Et il comprenait pas parce que je suis un peu jeune. J'ai l'impression, enfin, j'ai 22 ans, j'en fais 20, quoi. Pour être clair, je suis plutôt jeune. J'ai plutôt l'air de celui qui a fait des études plutôt longues, quoi. Et donc, il n'arrivait pas à comprendre que je n'étais pas étudiant. Et la majorité des gens me prennent tout le temps pour un étudiant, quoi. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Surtout que du coup, je sors coiffeur, je ne sais pas, mais c'était peut-être un jeudi après-midi, tu vois. Un truc où soit tu es étudiant et effectivement, tu peux avoir des horaires comme ça, soit tu travailles et tu n'es pas un jeudi à 14h, tu n'es pas chez le coiffeur, quoi. Ouais. Bon, l'anecdote d'abord, la note. Là, je vais te donner un 6,3. Parce que j'aimais bien la petite touche du coiffeur, etc. Tu vois, je pouvais m'identifier à la conversation coiffeur un peu inconfortable où tu fais quoi dans la vie et je suis genre putain, j'ai pas envie de t'expliquer, quoi. Il va falloir que je revienne tellement tôt. Donc alors tu vois, sur Facebook il y a un truc qui s'appelle de la pub et ensuite on met un pixel de suivi des conversions. Le coiffeur il en peut plus, quoi. Putain, le mec le plus relou que j'ai jamais rencontré dans ma vie va me raconter l'ensemble de son boulot. Les gens n'ont pas forcément le cadre de référence. Disons que si t'es comptable, les gens comprennent pas ce que tu fais, comprennent pas comment tu fais pour être comptable, mais comprendre ce qu'est un comptable, ils ont un point de référence, tu vois, ils comprennent ton rôle dans la société. Mais quel est le rôle d'un mec qui fait des sites de e-commerce ou qui fait de la pub Facebook ou qui fait, tu vois, un conseil en optimisation des conversions, tu vois, c'est quelque chose qui est totalement vaporeux. Et moi, si tu veux, moi, je veux te dire le truc qui m'a longtemps pesé là-dessus, c'est que j'avais l'impression de bosser comme un malade pour mon business, tu vois, d'être un entrepreneur, d'être ambitieux, de driver les choses, etc. Mais quand je rentrais dans ma famille, quoi que je fasse, je pouvais me casser le cul pendant 1 an quand je rentrais dans ma famille pour Noël et que je parlais à mes cousins ou à mes oncles, etc. J'étais toujours un putain de loser hippie qui allait en Thaïlande pour fumer des joints et pour faire la fête. Ça va la vie? Genre, c'était bien les vacances pendant 10 mois, ça va bien, on s'amuse bien et quand est-ce que tu reviens pour faire un vrai travail? C'est un peu ouais.
Et alors que tu te pètes le cul pendant 8 mois pour le faire, etc. Ah, moi, j'ai pas eu ça. Après, J'ai pas eu. Il faut trouver votre travail. Ça va. J'ai pas. Mais effectivement, et en même temps, pas trop dur la vie. En même temps, c'est assez vrai, quoi. Je veux dire, enfin, ma vie me convient parfaitement. Et on a quand même un mode de vie très très privilégié, quoi. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait une déconnexion pour moi au départ entre l'image que j'avais de moi-même, qui était de quelqu'un de très ambitieux, qui vraiment faisait énormément d'efforts, bossait comme un chien pour me faire monter les choses, et d'un autre côté, les gens que j'ai connus pendant toute ma vie, qui à la place me considéraient comme un fainéant. Tu vois, comme quelqu'un qui n'avait pas d'ambition, qui allait juste voyager comme un backpacker, etc. Tu vois, pour eux, j'aurais pu aussi bien. On parlait l'autre jour des English teachers, tu vois, les mecs qui viennent là, qui font le truc minimum pour enseigner l'anglais, etc., qui font le truc. Pour eux, il n'y avait pas de différence, tu vois. Alors que pour moi, dans ma tête, ce qui me définissait en tant que personne, c'était le fait que j'étais ambitieux, que je montais des projets, tu vois, que à mon âge, j'avais commencé assez jeune et j'avais monté des trucs à fond en mettant beaucoup d'efforts dedans, et les gens le reconnaissaient pas. Et au départ, moi, j'avais vraiment essayé d'expliquer ma position, de me justifier, etc. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que tu pourras jamais vraiment l'expliquer. Bah, tant qu'ils te veulent pas de mal. Enfin, et puis, est-ce que c'est très grave que. De toute façon, toi, après, c'est un peu. Là, je rentre dans un peu de trucs un peu clichés, mais si toi-même, tu sais quitter, est-ce que tu as besoin des autres pour te valider? C'est pas une question de validation. C'est une question de pouvoir parler à ta famille, de pouvoir être compris par les gens, parler de choses qui sont importantes pour toi. D'accord. Ok, voilà. c'est un peu différent. Ce cas. Et moi, c'est un truc qui me manquait. Enfin, quand je passais du Et que temps ce en soit pas France. tourné en dérision, quoi. Ouais, non, mais je veux dire que au départ, j'avais. Alors après, au final, j'ai accepté que. En fait, c'est quand j'ai commencé à beaucoup évoluer dans mon boulot et que je me suis aperçu que même si j'arrivais à leur expliquer ce que je faisais de façon relativement précise, dans 6 mois, ça allait complètement changer et du coup, c'était perdu, tu vois. Donc, en fait, il y avait une telle instabilité que pour eux, ça n'avait pas de sens de le suivre. Mais c'est compliqué de ne pas pouvoir parler aux gens qui t'entourent de ce que tu fais parce qu'ils n'ont pas les points de référence pour le comprendre. C'est pas une question de validation. Moi, j'ai pas spécialement ressenti ça, moi. Ça... À part quelques personnes, la plupart, ça me convient parfaitement de rester tout en surface au niveau de ce que je fais, quoi. J'ai pas vraiment besoin d'avoir de discussion à ce niveau-là. Ouais, j'imagine que ça dépend des personnes. Moi j'ai pas mal de monde qui m'ont fait part de cette difficulté. Bon, en particulier quand t'es en France, et après quand t'es ici, il n'y a aucun souci. Enfin, moi, c'est un de mes grands plaisirs. Une des raisons principales pour laquelle je vis ici au Vietnam, c'est parce que je suis capable au petit déjeuner de croiser un pote et en 2 minutes, on peut avoir une conversation vachement précise sur le business, sur des trucs vraiment profonds qui me préoccupent en ce moment. Voilà, des conversations avec un vocabulaire, un niveau de compétence que la plupart des gens qui sont pas dans le milieu ne peuvent pas comprendre. Et moi, ces conversations-là, elles m'apportent énormément. C'est comme ça que j'évolue beaucoup ma pensée, que je réfléchis à des nouvelles choses, tu vois, que les gens me conseillent des ressources, que je fais... C'est un peu le chaudron dans ma tête qui fonctionne comme ça en parlant à ces gens-là. Et, le chaudron dans ta tête. Ouais. Attends, je vérifie que c'est une expression non, ça qui n'existe existe. pas. C'est l'idée que tu vois, t'as ce truc qui bouillonne un petit peu et puis tu fais rentrer différentes sources. Tu vois, tu mélanges un peu les choses pour le faire évoluer sur le long terme. Et moi, ça m'apporte... Effectivement, ça n'existe pas. Donc le 30 janvier, tu as inventé. On va la soumettre à Urban Dictionary. Le chaudron dans ma tête. Le chaudron dans ma tête. Stanislas Leloup. Voilà, le Nomade Digital, l'émission qui invente de nouvelles expressions. Putain, t'as raté une blague. Ouais. Je l'ai cramé au milieu d'épisode. Alors qu'avant chaque épisode, on se demande mais comment on va faire pour ouvrir l'épisode. Et là, je viens de cramer une blague voilà, à la minute 13. Et moi, du coup, vu que tu n'as pas eu ce problème, je vais continuer sur mon sujet. Hein. Moi, vraiment, la solution pour moi, ça a été d'arrêter de croire que j'allais pouvoir expliquer aux gens que je connaissais déjà, que j'allais pouvoir les aider à me suivre, quoi. Et à la place, j'allais laisser un peu ces gens-là voilà, dans leur truc, parce qu'au final, tout le monde n'est pas centré sur toi, et aller à la place trouver de nouvelles communautés qui avaient des intérêts similaires. Mais pour moi, le fait de la trouver, ça m'a vraiment apporté énorme, et même d'un point de vue très concret, tu vois, c'est pas juste socialement pour avoir quelqu'un avec qui prendre une bière le soir, c'est très concrètement dans ton business au jour le jour.
le fait d'avoir ces caisses de résonance-là, des gens à qui je pouvais parler de certains sujets, ça m'aidait à prendre de meilleures décisions, à prendre plus de recul, à avancer plus rapidement sur certaines choses, tu vois, à être plus défini dans mes projets, dans mes priorités, etc. Est-ce que tu dirais que c'est la raison principale pour laquelle tu es à Ho Chi Minh? Ouais, clairement. Donc, on est d'accord, Ho Chi Minh est une ville de merde, mais tu as des contacts sympas là-bas. Bah, si tu veux, ouais, c'est un alchimie. Si je connaissais personne à Ho Chi Minh, je serais clairement pas ici. Voilà, donc on peut le dire comme ça. Moi, je pense pas que c'est une ville de merde. J'aime bien habiter ici. Il y a plein d'autres avantages pour moi en termes de culture et de ce qui est à disposition. Tu vois. Mais si je connaissais personne ici et s'il n'y avait pas une bonne communauté entrepreneuriale, j'aurais pas de raison particulière d'être ici. Tu vois. J'irais peut-être au bord de la mer, dans des endroits avec moins de pollution. Voilà, c'était. Il y a différentes options. Après, tu décides. Tu vois. Quand j'étais à Barcelone par exemple, tu vois, j'aurais pas vraiment été à Barcelone si j'avais été tout seul, parce que Barcelone c'est une ville très sympa, mais au départ quand j'étais là-bas et que j'avais pas de potes, je pouvais juste parler à des gens dans Erasmus. Mais Erasmus c'est marrant, 5 minutes tu vas faire la fête, c'est génial, mais moi au bout de 3 semaines j'en pouvais plus de parler que de boîte de nuit, tu vois. Mais tu soulèves un truc important, c'est aussi la déconnexion par rapport justement aux personnes. Toi, t'es un peu plus vieux, mais aux personnes de mon âge. Moi, on va dire que 90% de mon milieu social, ils sont encore dans les études, en fait. Les personnes de mon âge sont encore dans les études. Donc, ça fait aussi, c'est un assez gros écart. Et toi, t'as 24 ans, on est bien d'accord? Ouais. Donc, toi, t'as aussi une majorité qui commence juste à travailler, quoi. Ouais, les gens ont été diplômés là, ouais, sur les Et derniers toi, mois. ça fait déjà 3 ans, toi, que tu travailles. Ouais, c'était bizarre. Hein. Enfin, d'ailleurs, je me souviens un truc qui m'avait marqué, c'est que quand j'ai commencé un peu à faire de la thune sur le web et à partir à l'étranger, les gens me disaient « Ah, t'as de la chance et tout ». De toute façon, là, le tas de la chance, ça se revient. Enfin, c'est un grand classique. Et après, le truc, c'est que ça peut avoir deux. En fait, non, ça a qu'une intention, mais tu peux considérer que ça veut déjà simplement dire que t'as réussi à faire ce que tu voulais, quoi. Mais que c'est pas c'est pas la chance qui t'a amené à ça. Ça dépend comment tu le vois. Mais effectivement, la plupart des gens, je pense, quand ils disent ça, ils pensent que vraiment, t'as eu de la chance et que tu t'es retrouvé dans les cocotiers par Un miracle. beau jour, tu marchais dans la rue et pouf, il y a un site internet rentable qui t'est tombé dans les bras, tu vois. C'est genre, ah tiens, hop, super, génial, j'ai gagné. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi quand j'ai commencé mon premier site, tu vois, c'était. J'avais 21 ans. J'étais en plein école de commerce, les gens faisaient la fête tout le temps, etc. Et donc, je devais dire non à tous ces trucs-là. Si je voulais bosser, il y avait quand même des priorités, etc. Et les gens s'en souviennent pas. Tu vois. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ça, et les gens se souviennent juste de ce que tu as construit. Et c'est pour ça que rétrospectivement, les gens qui ont du succès, ça peut sembler facile pour eux, parce qu'en fait, on se souvient pas de toutes les difficultés qui ont été derrière. Ouais, c'est vrai. Donc, tu as une conclusion, Paul, pour cet épisode? J'ai une conclusion pour cet épisode. Ce serait que pas tout simplement peut-être s'en préoccuper de ce que pensent les autres, mais pas que ça affecte pas votre direction de trop, quoi. Que si vous avez un objectif, peu importe que les gens vous soutiennent ou pas, ça devrait pas trop influer sur vos décisions. En effet, ça ne devrait pas influer sur vos décisions, mais je pense que pour pas mal de gens, ça pèse. Et donc voilà, du coup, moi c'était partiellement mon cas. Et vraiment, là où ça m'a beaucoup aidé, c'est de trouver une communauté qui était alignée avec mes objectifs. C'est toujours la même idée où on te dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, etc. Ce qui est pas faux, hein. Tu es effectivement influencé par les gens qui t'entourent, même si tu n'as pas l'impression de l'être. Tu peux avoir l'impression que tu es un roc et que tu es isolé de tout, mais si tu regardes dans les détails, en fait, c'est pas forcément le cas. Et moi, le fait de bouger à Ho Chi Minh m'a énormément boosté dans mon business. Alors, j'ai l'impression de bosser énormément à Paris, et le fait de bouger à Ho Chi Minh a boosté mon business, alors que je bossais autant, mais j'avais juste des meilleurs gens autour de moi maintenant. Et si vous êtes au fin fond de la Mayenne, heureusement, justement, il y a Internet pour essayer justement de faire partie de la communauté avec un peu le même état d'esprit. Ouais. Donc, on en arrive à notre section lifestyle. Paul, tu as une recommandation pour moi? Ne pas vivre en Mayenne, c'est une très mauvaise idée. D'accord, merci. C'est la fin de cet épisode. C'est là qu'on se quitte. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas l'auditeur unique qui vient de Mayenne qui est offensé. Okay, donc, ma recommandation, c'était Making a Murderer, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. En fait, c'est un documentaire assez long, hein, ça dure une dizaine d'heures, qui retrace en fait le parcours d'une personne qui s'appelle Steve Avery, qui a d'abord été passé 18 ans en prison alors qu'il était innocent. Ça, dès le premier épisode, ils le disent, donc ça je peux le dire. C'est dans le trailer. Et qui ensuite va se retrouver à nouveau accusé de meurtre. Et vous allez voir que les choses sont vraiment pas claires. Et ça vous accroche. Légèrement, le documentaire, les bienfaits, ça accroche. Mais celui-là, c'est impressionnant, c'est que ça met vraiment en colère.
Et donc, je conseille vraiment de le télécharger légalement et de regarder ça. Tu viens de dire illégalement? Légalement, je dis légalement. Ah d'accord. Non, Je me décharge de toute responsabilité. pour le regarder, c'est sur Netflix. C'est produit par Netflix, donc normalement tu peux l'avoir sur Netflix. C'est leur gros truc du moment. Making a Murderer de Netflix. Qui effectivement, enfin, ça fait partie de ces documentaires où tu es absolument scotché. C'est encore plus fort que de la fiction. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est une histoire vraie, mais elle est plus dingue que ce qu'on pourrait imaginer, quoi, que ce qu'on pourrait inventer. Il y a plus de rebondissements, plus de petites intrigues qu'on pourrait même l'imaginer, quoi. Bref, je te laisse à toi, mais je conseille. De mon côté, au lieu de faire une recommandation, j'ai noté une citation. Moi, un truc qui m'avait aidé et qui est lié un peu à la thématique de cet épisode, c'était une phrase de Tim Ferriss où il disait que beaucoup de gens te disent de suivre ta passion, mais suivre ta passion, parfois, ça peut être assez compliqué parce que ta passion change au fil du temps. Et donc, du coup, peut-être qu'une meilleure chose à suivre, c'est ton excitation. Qu'est-ce qui te semble excitant et intéressant et voilà, et motivant à un moment donné? Et moi, je trouve que c'est une meilleure façon de choisir tes projets. On peut prendre l'exemple de ce podcast, le podcast Nomade Digital. Tu vois. Est-ce que tu m'aurais dit, est-ce que c'est ta passion de faire un podcast sur le Nomade Digital? Moi, ça m'a émoustillé, quoi. Voilà, c'est un peu trop comme pression. Tu vois, c'est ma passion dans la vie, etc. Du coup, les gens passent beaucoup de temps à chercher leur passion. Mais tu trouves un projet qui t'intéresse, qui t'excite pour le moment, tu dis, ok, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est une meilleure attitude à avoir pour trouver les choses à faire, pour sélectionner des projets, etc. Et moi, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup repensé dernièrement, puisque, comme on en a déjà parlé dans le podcast, dans les épisodes précédents, à partir du moment où tu arrives à un certain niveau, tu commences à avoir beaucoup d'opportunités qui t'arrivent. Et donc, il faut commencer à réfléchir à quels sont tes critères pour choisir entre les opportunités. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui, en fait, n'ont pas vraiment de passion. C'est un peu étranger. On peut penser que tout le monde aurait des trucs, mais il y a certaines personnes qui ont vraiment, légitimement, pas de vraie passion sur lequel justement se concentrer peut-être et créer un business dessus. Donc, effectivement, suivre rien que les choses qui vous intéressent, qui vous... De toute façon, c'est dur à décrire, mais on le ressent dans le cerveau. C'est des trucs où, d'un coup, vous avez envie de lire tout à propos du sujet, quoi. Vous avez envie de vous renseigner à fond. Voilà, normalement, vous devez ressentir ça de temps en temps et peut-être justement se concentrer sur ces choses. Je vais y arriver. Se concentrer sur ces choses-là. Ouais. Donc c'est là qu'on va se quitter sur ce podcast. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez bien sûr vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigital.com pour retrouver tous les épisodes du podcast présent, passé, futur. Vous abonner pour ne manquer aucun épisode et bien sûr nous laisser votre avis sur iTunes pour nous soutenir et pour nous aider à être numéro 1 sur iTunes et à toucher de nouveaux auditeurs. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.